Bonsoir à tous. Ah non, attendez. On va baisser la musique, c'est mieux quand même. Bonsoir à tous, bienvenue sur mon stream, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est vendredi soir. Merci d'être là et de pas sortir faire la fête. Le confinement est un petit peu terminé, donc c'est vrai que vous pouvez aller vous amuser où vous voulez, faire les foufous. Coucou, bonsoir à tous. Donc, on va commencer ce stream du coup, je pense, par les mangas. Voilà, on va commencer par parler mangas, en espérant qu'il y ait un tout petit peu plus de gens après. Parce qu'en général, quand je joue aux jeux vidéo, on va pas se mentir, ça chute. Ça fait de la chute. Ça fait de la chute, littéralement. Au niveau des vues, donc je serais plus rassurée s'il y avait un chouïa plus de monde avant de me dire que je vais lancer Teamfight Tactics. D'ailleurs, qui joue à Teamfight Tactics? Je vais y arriver. Qui joue à Teamfight Tactics pour savoir avec qui je peux jouer? Oh, JB, merci beaucoup. Allez, attends. Ah, trop bien. Des abonnements cadeaux. Merci beaucoup, Bucky. Merci. C'est trop gentil. Vous êtes adorables. Merci. Ah, maintenant, ça s'appelle Prime Gaming. Je savais que c'était devenu Twitch Gaming ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Mais c'est donc ça qui change. Merci beaucoup pour le follow, le gamer. Le gamer qui est sans doute là pour Teamfight Tactics. Teamfight Tactics. Waouh, c'est pas facile à prononcer. Le gameplay. Hop. Tac. Erreur 2000. Erreur 2000. Tu fais référence à quoi, Orange Mécanique, hein? Sinon, ouais, Bokime, il a raison, TFT. Pourquoi je me prends la tête à essayer de le prononcer correctement? Teamfight Tactics. Donc, on va jouer à Teamfight juste après. À TFT. Merci pour les conseils. Merci aussi donc à Nekoda. J'ai mon player Twitch qui a planté, j'ai dû relancer, c'est bon, je suis là. Ok, Orange Mécanique, y a pas de souci. Donc, on va commencer par parler manga. Du coup, je me mets en position manga. Voilà, hop, ça y est, nous allons pouvoir parler manga vite fait. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent pas du tout la série The Promised Neverland, qui est donc un manga qui est édité chez Kazé depuis déjà un petit moment. Et c'est un très très gros coup de cœur pour moi, c'est-à-dire que c'est une série, j'ai du mal à attendre quand les tomes sont sortis. En général, je vais essayer de très très vite me les procurer, parce que c'est vraiment une de mes séries préférées. Mais genre vraiment. Bokime ne connaît pas. Eh bien, dans ce cas, je vous fais un rapide topo de cette série, The Promised Neverland. On en est déjà au 15e tome. Il est sorti le 19 août. Donc tout récemment, vraiment, c'était tout frais là dans la librairie quand je suis passée au Renard Doré. Et The Promised Neverland, c'est un shonen qui va quand même avoir une thématique très différente de pas mal de shonen. Ça sort vraiment des sentiers battus. On est sur le tout départ, dans une espèce d'orphelinat où on a plein d'enfants. Ça rayonne de tous les côtés, les enfants jouent, s'amusent, le ciel est bleu, ça fait un petit peu la petite maison dans la prairie limite, et on découvre très rapidement dès le chapitre 1, ça va extrêmement vite, qu'en fait cet orphelinat, c'est pas tout à fait un orphelinat, en fait c'est même plutôt l'enfer finalement, puisqu'il s'agirait en fait d'une ferme où en fait on élève des enfants, et arrivé à un certain âge, on les envoie en pâture à des monstres, et en fait c'est parce que a priori autour de la ferme, en dehors de la ferme, en tout cas au tout début c'est un peu flou, a priori il y a des monstres dehors. On sait pas trop comment, pourquoi, d'où ça vient et tout, mais les enfants découvrent très rapidement qu'ils ne sont absolument pas du tout adoptés par des familles aimantes à la sortie de l'orphelinat, mais ils sont envoyés pour être mangés par des espèces de monstres, puisque on ne sait pas tout à fait ce que c'est, donc on les appelle des monstres au tout début. Et ça, concrètement, c'est le plot de départ. Et c'est vraiment extrêmement bien au niveau du scénario, car on a plein de choses auxquelles on peut penser. Et à chaque fois, le scénariste, il arrive à nous surprendre et à nous emmener à chaque fois plus loin. Moi, j'ai personnellement été un petit peu sur-hypée d'un tome à l'autre. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puisque j'ai une pote par exemple, il y a eu un moment dans la série, elle trouvait que c'était un peu mou, ça ralentissait au niveau du rythme. J'ai pas du tout trouvé personnellement, mais bon, après c'est une question de goût. Et alors, l'histoire de ces enfants, donc The Promised Neverland, c'est l'idée du coup de s'enfuir de l'orphelinat. Le but c'est de s'enfuir de l'orphelinat et de réussir à trouver une terre promise où les humains, les enfants en tout cas, pourront vivre sans avoir à se soucier des monstres. Donc c'est ça l'histoire de The Promised Neverland, le plot de départ. Salut Ludo.
Et bah bonsoir à Titoun 911, merci d'être là. Et à Kwikwi, Kwikwi aussi, c'est ça? Kwikwi, c'est Kwikwi? C'est comme ça que ça se prononce? Et donc, The Promised Neverland, il y a déjà donc 15 tomes de sortie et ça va évidemment très très loin, vous vous en doutez, ce que je vous ai raconté, là, le plot de départ, ça tient sur le premier tome, il se passe des tonnes de trucs, il y a des jeux de domination, de manipulation, il y a énormément de théories du complot, si jamais vous aimez bien ce genre de type de lecture. Skiffy, coucou, ça va bien? Donc vraiment, il y a matière à, hein, il y a matière à être surpris. C'est vraiment une très très bonne série. Je ne saurais que trop la recommander un petit peu à qui veut. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pas spoil et de vous dire à quel point ce tome 15 est, une fois de plus, très très bien. Quand j'avais parlé du tome 14, toujours en évitant de spoiler les gens, bien entendu, j'avais bien expliqué que dans le tome 14, en fait, il y avait vraiment une situation inespérée. Ou peut-être que les gens qui aiment bien s'imaginer ce que ça va donner les scénarios plus tard avaient deviné, mais en tout cas vraiment le tome 14, on marque un tournant, on marque un très très gros tournant dans la série et c'est beaucoup d'émotions, c'était beaucoup d'émotions et moi j'ai eu la larme à l'œil sur le tome 14 et là le tome 15 du coup confirme un petit peu tout ce qui s'est passé dans le tome 14 et je suis mal à l'aise et en même temps je suis émue et en même temps j'ai peur parce que en fait, il y a du temps qui s'écoule, hein, évidemment, enfin pas entre les tomes, mais dans les histoires, on va dire un petit peu, dans les aventures. Il y a un temps qui s'écoule, et avec le temps qui passe, je repense au tout premier tome, justement, de l'histoire, The Promised Neverland, et je me dis, ah là là, ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont grandi? Parce qu'ils ont beaucoup évolué, ils ont beaucoup mûri en très très peu de temps, et si on compare à comment ils étaient au tout début, c'est presque plus les mêmes personnes, et donc c'est très touchant. Et il y a de plus en plus de révélations, évidemment. Le tome 15 a encore son petit lot de surprises, et on est là en train de se dire mais vraiment, c'est donc ça la vérité? Et à chaque fois, il y a une nouvelle vérité qui vient pas forcément supprimer la précédente, mais qui vient s'ajouter à la précédente et qui vient compléter un peu ce puzzle mystérieux que nous ont créé vraiment les deux artistes, hein, puisque du coup, c'est une série qui est faite par un scénariste et un dessinateur. Le scénariste, c'est Kaio Shirai et le dessinateur, c'est Posuka Demitsu, qui, pour le coup, voilà, pour moi, pour l'instant, c'est extrêmement réussi, et je vous recommande vraiment d'y aller. Ah, mais alors GPLI, nous sommes totalement sur la même longueur d'onde, pour le coup. Ah, Titoun, tu es là grâce à Skiffy, tout à fait, c'est la vérité. Tout à fait, it is so true, c'est vrai. Merci Skiffy. Coucou Ishine, ça va bien? Badstref, mais qu'est-ce que tu dis? Mais ça va pas? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça va pas? Chut. Le plot me fait penser au tout début de Owalin au Seraph. Ah, Seraph of the End, qui est édité chez Kana, si je me trompe pas. J'ai pas lu Seraph of the End, alors je peux pas comparer, mais je crois, tu me dis hein, si je me trompe, mais dans Seraph of the End, il y a des histoires de vampires, non? Ou pas du tout? Ou d'êtres vivants qui sont un peu éternels et qui se nourrissent de sang. Un truc dans le genre, je crois. Ça me dit vaguement un truc. Dans The Promised Neverland, concrètement, on a des gamins. Là, c'est un truc, il y a des gens, ils aiment pas ça. Ah, encore des enfants qui doivent sauver le monde. Il y a des gens, ils aiment pas ça. Ça fait trop surréaliste. C'est pas possible. Je suis d'accord sur le fait que ça s'envisage pas trop. Mais oui, ce sont des gamins. Ils ont 11-12 ans. On va dire 11-12 ans. Et en fait, il y a tous les âges, hein, puisque au tout départ, dans l'orphelinat, il y a tous les âges, hein, de 6 mois à 11 ans environ. Donc oui, c'est une histoire quand même qui... qui pourrait être totalement tirée par les cheveux, puisque je vous rappelle que c'est une fiction, hein, et tout ce qui se passe dedans, c'est pas possible dans la réalité. Hein, donc n'allez pas non plus chercher des choses qui pourraient être liées à notre réalité. En tout cas, sachez qu'il y a un film live. Merci beaucoup pour le follow, Rubu. Il y a un film live qui va sortir au Japon, si je me trompe pas, à la fin de l'année. Alors, il est un peu perturbant pour pas mal de gens, parce que il y a entre autres, donc dans le manga, alors là on la voit pas du coup puisque elle est qu'au tout début de la série, mais il y a un personnage qu'on appelle la maman, c'est un peu la gouvernante de l'orphelinat, et en fait tout le monde l'appelle maman, et en fait c'est un personnage qui a vraiment plusieurs facettes, qui est un petit peu particulier, et
qui est aussi à la fois très touchant. C'est un personnage très très complexe. Et pour le coup, ce n'est pas la seule maman, on va dire, qu'il y a dans la série. Il y en a une autre, à un moment donné, qui arrive, qui s'appelle Sœur Cronet. Cron ou Cronet, je crois que c'est Cronet qu'on dit. Et en fait, elle est black dans le manga. Et en fait, dans la version live, en fait, elle n'est pas noire. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont super vénères et qui comprennent pas pourquoi ils n'ont pas essayé de chercher une actrice noire pour faire le rôle. Mais moi, je trouve que concrètement, par rapport au choix qui a été fait de l'actrice, il est très intéressant parce que c'est un personnage enfin, c'est une personnalité connue au Japon qui interprète ce rôle, et c'est une personnalité qui en plus est assez excentrique et je trouve qu'elle correspond parfaitement finalement à pas mal de situations un peu folles et un peu extrêmes que va vivre Sœur Cronet dans le manga. Donc en fait, au-delà de juste la couleur de sa peau, je trouve que le personnage est bien trouvé, enfin l'actrice est bien trouvée. Mais bon, après, on dit Kron, mon dieu, vraiment. Vous sentez que j'ai pas maté l'animé. Vous sentez que j'ai pas maté l'animé du tout. Ah, merci LJ. On te souhaite Cyril, à tes souhaits. Il dit merci. C'est une gouvernante, Boubou. La sœur Crone, du coup, sœur Crone, c'est une gouvernante, donc son but c'est de devenir une maman, justement, c'est de devenir une directrice de ferme, puisque ce sont des fermes, les orphelinats. Les enfants sont totalement dans l'ignorance. Et pour le film live, ils ont un petit peu changé également le contexte de l'histoire. Dans le manga, donc dans l'œuvre originale, les enfants sont envoyés à l'âge de 12 ans max, en pâture aux monstres. Et en fait là, dans le film live, a priori, c'était pas très envisageable de pouvoir faire la même chose. Du coup, ils ont modifié le scénario et ils ont dit que non, c'est à l'âge de 16 ans qu'ils sont envoyés en pâture aux monstres. Du coup, ça permet peut-être, je pense, tout simplement à des acteurs un peu plus expérimentés de peut-être mieux retransmettre les émotions. Et c'est vrai que quand même, il y a des moments un petit peu durs dans cette série. J'ai envie de vous dire, c'est un peu du Game of Thrones-like, dans le sens où il y a quand même beaucoup de personnages qui sont voués à mourir. Vraiment beaucoup. Et ça nous tire des larmes. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On est malheureux. L'animé est très bon si vous souhaitez foncer. L'animation en tout cas est top. Le travail est très propre. Les génériques sont très sympas. L'animé, d'ailleurs, alors attendez, parce que du coup j'étais pas dessus. C'est trop bête. Parce que j'avais la petite page qui va bien. Voilà, en fait, l'animé, il est disponible sur ADN ainsi que sur Wakanim, sur les deux plateformes, bien évidemment. Et le manga, c'est chez Kazé, bien entendu. C'est marqué là, en tout petit. Et là, en plus gros, du coup, à l'écran. Ah, attendez, il y a des phrases que j'ai ratées. Oui, parlons. Quoi ? Parlons-en des morts, ou pas pour spoil, mais il y en a, je ne m'en suis pas encore remise. Ouais. Je vais pas dire dans quel tome, mais il y a un tome en particulier où il y a plusieurs personnages qui meurent. J'étais pas bien. Tu te dis, ah là là, les personnages, tu les vois, on apprend à les connaître et tout, et puis en fait... ce petit bâtard de scénariste là, il nous les tue comme ça là, ah là là, ça fait mal. Mais bon, du coup, c'est ça qui rend aussi également le récit aussi intense. Et c'est possible. On s'y était attaché. Oui. Après, il y a des surprises, bien évidemment. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, vraiment dès le début, alors pas dès le tome 1, mais vraiment plus dès le tome 2 ou 3, c'est... vraiment cette capacité qu'a l'auteur à nous surprendre sur des trucs, tu te dis ok, ça c'est établi, c'est fait, et en fait pas du tout, tu fais oh what. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé, genre à un moment il y a un personnage, c'est un peu un traître, la trahison, j'étais là genre mon dieu, incroyable. Il y a des révélations sur d'autres persos, tu dis oui ce perso en fait c'est ça, et en fait tu découvres qui c'est vraiment et tu fais
Quoi? Et du coup, il y a des persos que tu détestes, après tu les détestes un peu moins, parce que tu dis bah non, effectivement, etc., etc. Donc vraiment, The Promised Neverland, pour moi, toujours aussi bien. Je ne sais plus, je crois que ça se termine à 21. Je sais que la série est terminée au Japon, a priori. Et du coup, enfin, je peux absolument rien vous montrer de ce tome 15, car toutes les pages spoilent tout. En fait, on est vraiment sur un type de récit où ça avance tellement dans l'histoire que n'importe quelle page vous spoil tout. Voilà, vous spoil tout. Parce qu'il y a quand même une grosse étape de l'histoire, en fait. Hein. Je vous disais au tout début, le point de départ, c'est quand même de vouloir quitter l'orphelinat. Donc déjà, cette information, si je vous dis est-ce qu'ils ont réussi ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi à quitter l'orphelinat, ça déjà, ça vous spoil quand même un gros truc sur qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Exactement, Boubou. Totalement. Perso, j'ai commencé par l'animé, mais la trahison, je suis encore en mode choc. Ah. Ouais, non, c'est beaucoup de manipulation. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le côté où vraiment les personnages, ils vont penser genre limite 2-3 fois en avance par rapport au lecteur. En gros, c'est le scénariste évidemment qui a pensé vachement bien, mais c'est pour ça qu'on arrive à être surpris. C'est parce que le scénariste, quand il a conçu son histoire, et ben en fait, il te distille certaines informations. Et du coup, les persos, eux, quand il les fait parler, quand il les fait te surprendre, ils ont 3-4 coups d'avance sur tout le reste, c'est hallucinant. Donc vraiment, voilà, Promised Neverland, en plus il y a un énorme cliffhanger à la fin. J'étais là en mode, il faut attendre l'automne 2020 pour avoir le tome 16. Je vais juste vous vérifier vite fait à combien de tomes s'arrête The Promised Neverland, parce que je sais que c'est une info qui est actée et tout, hein, on sait. La série s'est terminée en 20 volumes. Je crois que la fin de la série a été vachement discutée au Japon. Et parmi les gens qui suivent évidemment la série aussi sur le Shonen Jump, sur l'application Manga Plus, donc c'est l'application officielle du Shonen Jump, qui est le magazine de prépublication de cette série au Japon. Et du coup, je n'ai pas osé m'aventurer là-dedans du tout, parce que je ne veux pas me faire spoil, bien entendu. Alors, bonsoir Poutine gélatineuse, ça va bien? On pourrait voir la bande-annonce de l'animé, mais sans problème. Coucou Pixed, merci pour le follow. Oui, c'est 20 tomes. Oh là là, j'ai cliqué sur un truc, fallait pas. Alors attendez, je pense que ça doit être sur le compte officiel de Wakanim ou d'ADN, hein, d'ailleurs. Je vais taper The Promised Neverland. Trailer, il est là. Parce que du coup, attendez, il faut juste que je bascule sur l'autre scène, à savoir, voilà, celle-ci. Ah, il y a encore le truc Q-tip, alors que je pensais l'avoir complètement enlevé. Voilà, il n'y a plus. Tac. The Promised Neverland sur Wakanim, il y est sur Wakanim. Tac. Alors, attendez. Je crois que si je fais ça, c'est bon. Yep. Et normalement, vous avez le son aussi. Tac. Ouh, c'est fort. Ou c'est fort que chez moi. Mais vous avez pas le son en fait. Attendez, vous avez pas le son. Je vois que vous avez pas le son. Attendez. Il y a pas le son. Ça module 0 chez vous. Ça doit être à cause de ça. Peut-être que là maintenant ça va marcher.エマ、ここグレイスフィールドハウスは親がいない子供たちが住むところ。エマはハウスが好き？ハウスもママも大好き。母と慕う彼女は親ではない。共に暮らす彼らは兄弟ではない。全然届かないよね。手紙。ハウスを出て行って誰一人よこさないじゃない。私書くね。手紙いっぱい書く。On croit qu'elle va voir une famille alors qu'en fait事実が現実を覆す。みんなのこと絶対忘れない。あれは無理だ。きっと
と逃げられる3人ならあのレベルが一度に3人ハウス史上初だっていつか出てくんだなこっから12歳までにね絶対に近寄ってはダメよ門と森の奥の柵だけは危ないからってあんなの嘘に決まってるだろあなたたち2人昨日門へ行った置いていけないここに残せば確実に殺される逃げようみんなで一緒に私は折れない決めたから変えようよ世界見つけなければ私たちが生き残る方法約束のネバーランドこれ何？門だよ中と外をつなぐもの一体何から僕らを守ってるんだろう Ah là 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 là. Et il me semble que si je me trompe pas, il y a la seconde saison de The Promised Neverland qui devrait arriver d'ici quelques mois. Je sais plus si c'était prévu pour la fin 2020 ou pour début 2021. Mais en tout cas, oui, c'est normalement pour dans pas trop longtemps. A priori. On peut repasser sur ce mode-là. Est-ce que ça va vraiment... Tu sais, avec le Covid, franchement, ça a décalé tellement de trucs, je peux plus rien affirmer avec certitude. C'est compliqué. Mais voilà, effectivement, la super bande-annonce de cette série, que je... Alors, personnellement, à titre vraiment purement personnel, et ça ne concerne que moi, je préfère en manga, personnellement. Mais voilà, une série extrêmement touchante, et il y a plein de passages où j'étais là... En revoyant les images là, parce que je sais à quel moment ça correspond dans l'animé, dans le manga, pardon. Et en fait, de revoir ça, c'est les débuts, c'est les prémices. Moi, j'en suis au tome 15. Ah, ça me fait quelque chose. Il y a des persos là, les petits là, les petits, Emma, Rei, Norman, là, le trio infernal. Je les vois, je suis émue de les revoir comme ça au tout début de l'histoire. C'est très émouvant, très très émouvant. Ouais, non mais cet été il était pas mal aussi côté animé quand même, hein. Je trouvais qu'il y avait des trucs plutôt très 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 sympas. Donc voilà, hop, je me remets sur la bonne page, comme ça je sais ce qui se passe. Ça c'était pour The Promised Neverland, le tome 15, donc je ne pourrais que vous dire 1000 fois que c'est une série géniale. C'est une de mes séries préférées depuis sa sortie quasiment. C'est vraiment, voilà, ça c'est un de mes très gros coups de cœur qui, quoi qu'il arrive, il revient tout le temps. Voilà. Dehors les moins de 10 ans. Perso, je me suis arrêtée au tome 12, mais je suis trop hype, je vais tout acheter. Skiffy de ouf, il faut. En fait, c'est une vraie bonne technique de te prendre des packs comme ça. Parce qu'en fait, à la fin de chaque tome, concrètement, t'es mal. Il y a toujours un cliffhanger extrêmement réussi. Donc, ouais, quoi. T'es pas bien après. Ouais. T'es un Yankee Skiffy, t'es comme moi. C'est bien. Skiffy, un passionné, tout à fait. Coucou Léo, ça va bien ? Bah d'ailleurs Léo, je faisais référence à toi tout à l'heure quand je parlais justement de The Promised Neverland, quand je disais ouais, il y a des gens, je trouve qu'il y a des moments, c'est un peu... Il y a des petites longueurs par moment. Et je pensais à toi justement. Car il me semble que c'est toi qui m'avais dit ça il y a un moment, hein, il y a longtemps, mais il me semble que c'était une remarque qui venait de toi. Et je vais pouvoir vous parler maintenant d'une autre série que j'ai découvert récemment, mais qui est... pas une nouvelle série, hein. Ça a commencé en 2019, mais j'ai enfin réussi à la lire. Mais oui Léo, on est des Yankees. Je voulais vous parler ce soir, avant de commencer à jouer aux jeux vidéo, de cette série qui s'appelle Innermost. C'est un excellentissime shonen. Alors, il faut quand même relativiser, excellentissime dans le sens où je prends, parce que la série n'est pas terminée, j'ai lu les 3 premiers tomes, je prends beaucoup de plaisir à suivre les aventures de tous ces personnages dans ce monde post-apo, et ce ne sont pas des enfants, cette fois ce sont des adultes, mais il y a des petits trucs où je suis un peu plus sévère, hein. Il y a des trucs que je me dis ah quand même c'est dommage, mais globalement scénaristiquement j'aime bien. Après au niveau du... C'est trop bizarre, au niveau du rythme c'est un peu spécial, mais j'aime beaucoup. Alors déjà j'aime beaucoup graphiquement, alors là je vais pouvoir vous montrer des trucs, hein. Je vais rien vous spoil, c'est le tome 1. Innermost, c'est donc l'histoire d'un personnage que vous voyez ici, voilà, qui est très mystérieux. Alors lui c'est le personnage ultra mystérieux, alors évidemment je pense qu'il est là un petit peu pour faire craquer de la meuf, hein, parce que, ou des mecs, hein, d'ailleurs je ne sais pas, hein, chacun ses goûts, mais concrètement il est très beau gosse, et dans le tome 1 laissez-moi vous dire qu'il est pas souvent habillé, vraiment il est pas souvent habillé, genre du tout, zéro, donc voilà.
Mais tout à fait, Poutine gélatineux, déjà, rien que l'évolution sur les 3 premiers tomes est sympa, même si de base, il y a un très bon niveau. Ah, attention, j'ai pas dit que c'était pourri du tout, hein. Mais de base, il y a un très très bon niveau. Parce que de base, j'aime beaucoup son style. De base. Un shonen sans enfant, c'est comme un cimetière sans vieux, c'est très bizarre. Ouais, non. Hop, est-ce que ce serait un seinen? Pour moi, c'était un shonen, hein. Ouais, manga shonen, voilà, merci H2T hein, de me donner raison. Non, si, c'est un shonen. Et en fait, concrètement, alors ça va parler... Alors, faut pas que je vous révèle tout, parce que du coup, j'en suis au tome 3, et il y a beaucoup de révélations qui sont arrivées dans le tome 3, il y a plein de réponses à mes questions. Mais alors, en gros, le départ, c'est un peu ça, voilà, je vous montre un petit peu notre héros mystérieux, puisque quand même, jusqu'à la fin du tome 1, on sait même pas comment il s'appelle. Hein. On l'appelle juste le gars. On peut l'appeler juste le gars, voilà, c'est aussi bien comme ça. Et alors par exemple, voilà, les trucs sur lesquels je suis un petit peu plus, je vous dis, strict, sévère et tout, c'est qu'il y a du coup juste mais quelques passages, parce que genre il y a des planches, elles sont trop belles, mais il y a des petits passages comme cela, vous voyez, où je trouve que c'est un petit peu raté. Là, au niveau des proportions, du visage, la perspective, c'est juste un peu moyen, vous voyez, c'est pas au top du top. Mais alors là, je pinaille, hein, évidemment, je pinaille, parce que le scénar à côté, il est quand même vachement cool. On a donc, je vous disais, un monde un peu post-apocalyptique, où il y a des humains qui vivent. Ça me rappelait un petit peu... Promise Neverland. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un peu l'attaque des titans, ils savent pas ce qu'il y a de l'autre côté des murs. C'est un peu le même délire, donc je vous montre ici. C'est donc l'endroit où ça se passe, donc c'est Turel. Voilà, vous voyez, il y a la White Zone. C'est là où vivent tous les gens qui ont de la thune, hein, concrètement, il n'y a pas de souci, il y a la sécurité, etc., etc. Ensuite, vous avez la Grey Zone, voilà, tac, 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 tout autour, c'est le ghetto. Littéralement, this is the jungle. Ensuite, vous avez, à l'extérieur de la Grey Zone, vous avez la Abandoned Zone, la zone abandonnée. C'est un désert, un immense désert. Et vous avez ici, dans le désert, ici, voilà, un espèce de point rond, c'est la Black Zone. Et donc cette Black Zone, c'est une zone qui est gérée par, en gros, l'armée, hein, on va dire. Et en fait, il s'y passe des choses... pas très correctes éthiquement parlant. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grosse mouche, j'ai eu peur, je vais me dire, il y a un énorme insecte là qui vole autour de moi, mais tout... Ah non, la bretelle est à côté, pardon. Et donc, je vous disais, il y a voilà, il y a un petit peu de complot politique, si vous aimez ce genre de truc, je pense que ça pourrait carrément vous intéresser. Mais en gros, vous avez à la base une héroïne un petit peu naïve qui s'appelle Eris, qui est ici d'ailleurs, voilà, vous la voyez, pardon, excusez-moi, ici. Elle est très très classouille, voilà, c'est une jeune adulte, elle est pleine d'ambition, très positive, elle veut la paix dans le monde, elle veut que les gens soient heureux hein, dans la ville où elle vit, à savoir donc Turel. Mais elle sait que dans la Grey Zone, c'est pas le cas, elle sait que les gens sont pas heureux, donc qu'est-ce qu'elle va faire en tant que meuf naïve qui a l'air d'être un petit peu dans la politique? Elle va aller dans la Grey Zone directement, habillée en meuf qui a de la thune, très mauvais plan, puisque du coup elle va se faire agresser par des gens tout de suite, et assez fortement violentée, elle va se faire taper dessus. Merci beaucoup d'avoir subscribe à mon channel YouTube. Et très rapidement, en fait, il va y avoir, vous voyez là, tiens, c'est marrant, je réalise seulement maintenant qu'il y a des onomatopées en japonais. Non, parce que le créateur, en fait, il n'est pas japonais, il est italien, il s'appelle Redjet. Vous pouvez d'ailleurs aller le follower sur ses réseaux sociaux, il sera très content. Et du coup, je réalise là au moment où je vous le montre, hein, qu'il y a marqué dodododo. Enfin, il a mis des katakana pour faire les onomatopées, c'est très sympa. Je rajoute des points supplémentaires pour ça, j'aime bien, ça me fait kiffer. Et du coup, il y a d'un seul coup une attaque, il y a des explosions, on sait pas ce qui se passe. Et là, c'est l'apparition de monstres. Alors là, voilà, c'est le petit côté un petit peu attaque des titans, Promise Neverland. Promise Neverland, on a des espèces de gros monstres démons. Là, l'attaque des titans, c'est des titans. Bah là, c'est des grosses bestioles comme ça. Alors, je sais plus si on dit leur nom tout de suite, parce que je voudrais pas vous spoiler leur nom. Est-ce qu'on nous explique ce que c'est très rapidement? Bon, je crois que quand même dans le premier tome, on nous dit que c'est des galags. Hein. Ça s'appelle des galags. Voilà, donc c'est des espèces de gros monstres comme ça. On comprend pas trop d'où ils viennent, mais c'est pas normal qu'ils soient dans la Grey Zone, a priori, hein, de ce qu'on nous dit. Donc c'est pas normal que notre chère jeune fille un peu BCBG, là, voilà, elle se fasse attaquer par cette grosse bestiole là-bas. Et fort heureusement pour elle, en fait, elle va être sauvée
non pas par les défenseurs, les forces armées et tout qui traînent quand même dans les parages. Non, en fait, elle va être sauvée grâce à ce mystérieux jeune homme qu'on a vu en tout début, voilà, de... Regardez, moi j'aime bien cette double page par exemple, je la trouve extrêmement dynamique et très sympa. Ça c'est un truc que j'ai bien apprécié. Donc elle se fait sauver par lui, hein, concrètement, c'est la fin du premier chapitre. Voilà. Et ensuite, bah, du coup c'est un petit peu la suite du combat, hein, parce que ça se fight quand même. Donc là voilà, c'est encore les trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il fait les combats, Red Jet. Je trouve ça très sympa. Après, juste des fois, dans les combats, j'ai l'impression qu'il y a des cases, elles sont un peu sautées. Mais on comprend ce qui se passe. Mais j'aimerais plus voir l'action. On voit souvent plus le résultat d'un truc que l'action elle-même. Alors que, regardez comment c'est badass quand il nous dessine l'action elle-même. Mais j'imagine que c'est plus de travail que de dessiner quelqu'un qui est déjà à terre. Non, franchement, c'est hyper cool. C'est pour ça que je voulais vous en parler, et plutôt en bien, parce que j'ai vraiment dévoré les 3 tomes. Hein. Ça se dévore rapidement, vraiment. Donc là, on est encore un petit peu dans le combat. Alors ça dépend voilà, du style des gens, ce que vous préférez. Mais là, on est sur un style extrêmement crayonné. Parce que tout ce qui est ombre, etc., c'est vraiment fait au crayon, vous voyez. C'est les côtés plus sombres, les côtés plus clairs. Si je vous montre un petit peu plus près. C'est vraiment, tout est dans le crayonné, en fait. C'est pas des trames qu'on rajoute, donc c'est un énorme boulot, je pense, en tant que dessinateur. Et voilà, encore un peu de fight, un peu de combat avec des dododon. Et voilà, cette magnifique envolée d'épée là, qui est très très cool. Et donc on a ce héros, hein, un peu mystérieux, puisque vraiment, je vous dis, on va pas connaître son nom avant un long moment, avant la fin du tome 1, je crois. Et surtout comprendre qui il est, mais ça c'est bien plus tard évidemment qu'on arrive enfin à comprendre mais c'est qui, d'où tu viens, qu'est-ce que Konani, tu vois. Mais du coup en fait concrètement notre jeune héroïne va prendre conscience que ça ne va pas dans son monde, et en fait elle veut changer les choses, elle n'est pas d'accord avec le gouvernement qui ment. J'étais là genre, le gouvernement qui ment, c'est surprenant. Le gouvernement qui ment à son peuple, elle est contre ça, mais alors le truc c'est que quand même c'est un peu une petite princesse, elle vit dans les beaux quartiers, donc c'est pas forcément évident de pouvoir prendre en main la situation. Même si son papa apparemment travaille un peu dans le gouvernement aussi, il a l'air de bosser un petit peu avec tous ces gens-là. Et ses 2 amis d'enfance, c'est pareil, hein, c'est des gosses de riches, ils vivent évidemment dans le centre-ville de la grande ville, Turel et tout, donc ils sont tous très très aisés. Et ils vont quand même à un moment donné prendre la décision d'aider leurs copines, d'aider leurs potes et de risquer leur vie pour essayer de mettre en place de quoi, on va dire un petit peu changer le cours des choses. Là, on va découvrir ce personnage qui est assez important aussi. Voilà, il est là. C'est un capitaine. Ah, il est jeune, mais c'est qu'il a accompli beaucoup de choses, donc il est capitaine très jeune. Et lui, il fait partie donc des gens qui sont un petit peu dans les espèces de Gundam suit, là, dans les espèces de petits robots, là, pour affronter les fameux Galags. Là, on nous explique qu'il existe différents types de Galags. Donc, je sais plus si dans les Titans, par exemple, il y en avait aussi des différents niveaux. Mais il y a donc des rangs C, des rangs B, des rangs D, etc. Donc, il y a différents rangs de méchants. De Galags, de monstres. Du coup, selon le rang qu'il a, évidemment, il est plus ou moins difficile à battre. Et donc, l'avantage qu'on a dans cette histoire, c'est que ce perso-là, sa famille travaille dans les renseignements ou je sais pas quoi, donc lui il récupère toutes les vidéos de caméras de surveillance de machin et tout, donc il peut mettre au point des trucs. Elle, c'est une professionnelle de l'informatique, donc en fait à 3 ils vont réussir à faire pas mal de choses et en fait ils vont se rendre à nouveau dans la Grey Zone pour essayer d'aller retrouver du coup le mystérieux chevelu blanc pour lui demander son aide. Je vous montre d'ailleurs une autre forme de Galag. Je suis assez épatée par les différentes formes de monstres. Alors sans doute comme les ghouls, ouais, Skiffy, sans doute. Salut Eliane, ça va bien? Bon, t'as pas raté grand chose quand même, hein. Ça va. J'ai juste parlé de The Promised Neverland avant. Et donc, vous avez ici, voilà, comme je vous le disais, voilà, donc un autre Galag. Après, je vais pas non plus tout vous montrer, mais il y a des révélations quand même, sont super cool. Je ne sais pas où ça va aller, ça se termine assez rapidement. Il y a que 6 volumes.
Donc là, j'ai lu concrètement la moitié de l'histoire et il y a pas mal de révélations sur les 3 premiers tomes. Donc moi, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup aussi comment les personnages évoluent. Assez rapidement par la force des choses. C'est-à-dire que les gosses de riches, ils commencent, ils sont un peu en mode aisé, tu vois, life is easy. Et puis finalement, ils vont se diriger vers une vie un peu plus difficile. Hein, ça, je ne veux pas dire que ça devient des Robins des Bois, mais concrètement, voilà, ils changent un peu de vie voilà, pour l'humanité, pour la société. Non, il y a des trucs qui sont très très sympas. Genre là, par exemple, sur la couverture du tome 2, on reconnaît notre héroïne qui va du coup incarner un personnage. Parce qu'il faut voilà, faire un peu les Robins des Bois, quand même, malgré tout. Merci beaucoup pour le follow. Petite AZN Girl. C'est un survival? Non, c'est pas vraiment un survival. C'est... Moi, je dirais que c'est plutôt un shonen, même plutôt classique, hein, dans l'idée, puisque... Alors, autant, j'avoue, on a un héros un peu mystérieux, j'avoue. Mais tu sens qu'il a un passé dramatique. Il est dévoré par une forte envie de vengeance. Il en veut terriblement aux Galags. Il veut tous les buter. Limite, il les mange, hein, limite. Donc il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage-là. Et en fait, ça va vraiment plus être classique dans le sens où... la structure de l'histoire me rappelle éventuellement d'autres shonen un peu. Puisqu'on a, je vous dis, une ville centrale où tout le monde vit aisé. À l'extérieur, il se passe des trucs, mais on sait pas trop quoi. Puis encore à l'extérieur, c'est la jungle. Je sais pas, non, moi dans ma tête, ça me rappelle même limite un petit peu du The Promised Neverland. Hein. Pour ceux qui sont à jour avec The Promised Neverland, ça me fait un peu penser à du The Promised Neverland au niveau de ce qui se passe en cours d'histoire, quoi. Au niveau du cours de l'histoire. Ça me rappelle un petit peu ça. Mais c'est évidemment pas du tout la même histoire. Hein. On n'a pas des enfants qui s'évadent, hein, du tout. Donc voilà. Mais ça va loin. C'est juste que j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe dans le tome 2 et dans le tome 3. Mais ça va quand même assez loin et voilà. Après, ça peut paraître un peu simple parce que finalement, les gens vont finir par se serrer les coudes, etc. et essayer de travailler main dans la main plus facilement peut-être que dans d'autres histoires. Mais au moins, ça va vite. C'est pour ça que ça se termine en 6 tomes, je pense aussi. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors par contre, c'est fou. Pourquoi est-ce que j'ai dit il est tout le temps torse-poil, le héros, puis là, je vous ai montré 0 image où il est torse nu. Mais je vous jure, j'avais l'impression de le voir torse nu tout le temps. Et puis sanguinolent évidemment aussi. Ah mais non, c'est juste à cause de... C'est juste parce qu'il y a un passage en fait où effectivement il est un peu tout le temps à poil. C'est ici sur la fin là. En fait il se rend pas compte, il est à poil et il se balade dans un appartement et ça me faisait marrer. Voilà, c'était rigolo. Et j'étais là en mode ah bah sympa, fan service. Puis je me suis dit ah Red a vachement bien analysé l'anatomie du corps humain masculin. Il y a rien à redire là-dessus. Non, je trouve qu'il est franchement, regardez, le dessin est sympa. Le détail des muscles, quoi. Vraiment. Puis après, voilà, c'est un peu 3 fois la même image, mais c'est marrant. Enfin, c'est rigolo. Moi, ça m'avait bien fait marrer. Le mec, il a... regarde, hop, il est encore torse nu. Excusez-moi, il est encore torse nu. Donc, moi, j'étais contente, hein. J'étais là, sympa. Ça fait des points supplémentaires. Bah il est un peu à poil en vrai, hein, mais c'est juste qu'on le voit pas, on voit pas tout quoi, mais il y a un moment il est à poil parce que il est là en mode oh je suis où, mais non je veux pas, moi je me casse d'ici, moi je suis un héros solitaire. Ça c'est un loup solitaire le gars, c'est un loup solitaire, donc en mode je me casse et tout, puis il se rend pas compte qu'il a poil. Ça c'est quand même marrant, il se rend pas compte qu'il a poil du tout, il le réalise tardivement. Alors Tyron c'est exactement ce que j'ai dit. La série se termine en 6 tomes. Donc, arrivé au tome 3, concrètement, c'est la moitié de l'histoire. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous êtes en train de vous complimenter les uns les autres, c'est ça? J'ai raté des trucs? Ah, c'était à GPLI que je répondais. Non, ce n'est pas... je pense qu'on peut pas appeler ce manga un survival. Je pense pas. Je n'irais pas dire que c'est un survival. Dans ma tête, Shibuya Elle, c'est un survival. Ça, c'en est pas. C'est vraiment un shonen plus classique, entre guillemets. Mais voilà, graphiquement, c'est sympa. Alors, est-ce que je peux vous montrer un petit peu des combats du tome 2? Ça spoilerait pas trop.
Par contre, je peux vous montrer du coup effectivement un petit peu la gueule des autres galags. Et ça fait flipouiller un petit peu. Ah, attendez. Ça, c'est un combat que j'ai trouvé sympa. Il torse nu, regardez-moi ça. Ça, c'est dans le tome 2. Donc là, on est sur du combat tac, 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 ça tranche de tous les côtés. Là, on se dit qu'il s'est passé un truc pas cool. Hein, il y a un vaisseau qui a pété. Donc je trouve ça rend vraiment bien aussi, ça. Ça spoil. Ça spoil une révélation, donc on va peut-être éviter. Voilà. Mais il y a beaucoup de mystères autour de ce, de ce héros, parce qu'en plus, il a, vous voyez, il a un truc spécial au bras, on sait pas ce qu'il cache dedans, on sait pas... Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Alors GPD, franchement, je pense que c'est facile à trouver puisque c'est aux éditions H2T. H2T qui appartient à Pika, et Pika c'est Hachette. Donc normalement, au niveau de la distribution, ils doivent pas être trop mal. Je pense qu'il est trouvable facilement dans les gros trucs, genre les Fnac, etc. Et sinon dans les librairies. De toute façon, vous pouvez toujours demander à votre libraire de vous le commander. Hein, si jamais votre libraire n'a pas le bouquin que vous cherchez, hein, il suffit. C'est son travail aussi, hein, au libraire, de commander. Alors le prix du tome, ça doit être dans les 7 €, j'imagine. 7,95 €. 7,95 €. C'est un peu le tarif classique aujourd'hui des mangas, et je suis d'accord, hein, ça a beaucoup augmenté avec le temps. Hein. De mon temps, c'était 42 francs. Aïe aïe aïe, ça fait mal quand tu dis... Tu commences ta phrase par de mon temps. Tu sais que ça fait un peu mal derrière. You know it. Donc ouais, 42 francs à l'époque. Là, on est sur du 8 €. Mais la qualité est là, le papier, c'est un gros papier. H2T, ils font toujours des très gros papiers. C'est hyper épais. C'est zéro translucide d'un côté à l'autre. Et l'intégralité de leurs mangas sont comme ça. C'est toujours un très gros papier. Donc ça, pour le coup, j'avoue, ça se ressent. Salut Rendez Boubou. J'aime bien ce pseudo, il est sympa, dis donc. Je sais pas, 6 €? Non? 6 € quelque chose? Je sais pas. Je pense, hein. Je pense. Mais bon, après, si tu prends l'inflation en compte, c'est pas tout à fait pareil non plus, quoi. Donc, voilà, quoi. Dans l'idée. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente soirée.